Cette semaine, nous célébrons le 11 novembre, commémoration du 11 novembre 1918, date à laquelle est signé l'armistice mettant fin au combat de la Première Guerre mondiale, ainsi que de l'hommage à tous les morts pour la France des conflits anciens ou actuels. Nous rendons régulièrement hommage à tous les soldats qui ont donné leur vie pour la France. C'est bien normal. À travers cette chronique bien-être animal, je voudrais rendre hommage aux millions d'animaux qui ont participé à cette Première Guerre mondiale, particulièrement aux équidés, chiens et pigeons voyageurs. Ils ont donné leur vie, leur courage et leur réconfort aux hommes dans des conditions bien souvent extrêmes. Les pertes humaines de la Première Guerre mondiale s'élèvent à environ 19 millions de morts au total, que ce soit militaires, environ 10 millions, ou civils, 9 millions. Durant cette guerre, 14 millions d'animaux furent enrôlés sous les drapeaux des nations belligérantes, 11 millions de chevaux, d'ânes et de mulets, 200 à 250 000 pigeons, 100 000 chiens. Même s'il n'y a pas de chiffre précis des pertes, on estime qu'au moins 50% sont morts au combat. Dans ce conflit, la modernité des armements progresse, mais la tradition est encore très présente. La contribution des animaux est énorme dans cette guerre. Héritage de la stratégie du XIXe siècle, les chevaux sont encore largement présents. Les armées disposant de peu d'animaux en temps normal et la déclaration de guerre ayant fait augmenter les effectifs humains, les chevaux sont réquisitionnés eux aussi. Les chevaux des particuliers ont été très stressés par ces séparations. Elles ont provoqué des déchirements des propriétaires dont les témoignages ressortent dans des écrits. L'arrivée des chevaux dans ce nouvel environnement est marquée au fer rouge, au sens propre du terme, symbole de leur appartenance désormais à un pays et à une armée. Parfois indomptés, certains chevaux font l'objet d'un dressage sévère. Le temps manque pour employer la méthode douce. Certains soldats tentent tout de même de s'occuper soigneusement de ceux-ci. La cavalerie est le symbole de la Grande Guerre, mais elle devra vite faire face à la réalité. Les équidés sont transportés au front. Ceux venant de Grande-Bretagne doivent en plus traverser la Manche. Des équidés sont acheminés depuis les Amériques. Ils se retrouvent entassés dans des cales, dans le noir, pour faire une vingtaine de jours de traversée. Certains meurent de crise cardiaque due au stress, d'autres se blessent à cause de la proximité ou des tempêtes. Les chevaux infectieux, notamment à cause de l'hygiène, sont abattus et jetés à la mer. Parfois, les chevaux ne sont pas embarqués par des passerelles, mais hissés par des grues. L'entassement devient tel que les équidés se voient placés dans tous les endroits disponibles, notamment sur le pont extérieur. Ils subissent donc de plein fouet les changements de température et les aléas climatiques. Ainsi, d'après les recherches d'Éric Baraté, historien de renom, 167 des 205 chevaux sur le pont de Balgré en janvier 2015 se voient jetés à la mer ou projetés contre des parois et abattus ensuite en raison de leurs fractures. Une fois débarqués et arrivés au dépôt, ces équidés devraient se reposer. Ils ont souffert de faim, de soif, et beaucoup sont malades. Mais l'urgence les conduit rapidement au front, parfois en train. Leur apprentissage est limité à l'essentiel, souvent trop rapide pour des animaux pas habitués à la guerre et dont la résistance physique a déjà été endommagée par le transport. Dès l'été 1914, les chevaux sont mis à rude épreuve pour les reconnaissances des offensives, charger et poursuivre les troupes adverses, contourner l'ennemi, se replier. Ils parcourent jusqu'à 100 km par jour, avec parfois un seul jour de repos dans le mois. Les longues marches et la surcharge épuisent les bêtes, l'équipement d'un soldat pouvant peser jusqu'à 120 kg. Les conditions climatiques sont souvent extrêmes et les sols boueux, inondés ou gelés dès les premiers froids. Ainsi, les conditions de vie des chevaux sont difficiles sur le front. Décimés par l'artillerie, ils souffrent de dermatose et subissent les attaques chimiques. 1 million d'entre eux trouvent la mort durant le conflit, côté français. Bien plus encore sont traités dans des hôpitaux vétérinaires avant d'être renvoyés au front. La fourniture de nourriture équine est un problème logistique majeur pour les troupes allemandes qui perdent, elles aussi, quantité d'animaux morts de faim, faute de fourrage en suffisance. En effet, l'intendance ne suit pas. Fourrage, ferrure, harnachement adapté, abris et soins vétérinaires manquent très souvent. Les pertes d'équidés sont terribles et le resteront tout au long du conflit, que les armées compensent via réquisition et importations successives pour préserver le cheptel français.
Les services vétérinaires de l'armée sont débordés dès 1914. L'action d'associations britanniques aide à la création d'hôpitaux pour chevaux en 1915 et la réorganisation des services vétérinaires en France de 1917 ne suffisent pas à enrayer cette hécatombe. Dès les premières semaines du conflit, le spectacle de la mort en masse des hommes et des chevaux marque durablement les soldats. La description des bêtes agonisantes et de leurs cadavres abandonnés sur les routes revient dans leurs carnets, puis dans la littérature de guerre de tous bords, comme un incontournable. Quand les hostilités prennent fin, de nombreux chevaux sont abattus du fait de leur grand âge ou de leur maladie. Les plus jeunes sont vendus aux boucheries françaises ou aux particuliers, ce qui ne manque pas d'attrister les soldats, obligés d'abandonner les bêtes qu'ils ont soignées pendant les années du conflit. Le mulet est également un symbole de la Première Guerre mondiale. Plus de 500 000 mulets sont déployés par l'armée italienne durant le conflit, par exemple. Ils sont embarqués dans des trains et dans des navires. Ils sont utilisés pour la tâche la plus difficile, combattre dans les montagnes, sur la neige et la glace. Ils transportent de tout, mais souvent des éléments d'un canon, des bidons d'eau, du matériel de campagne, même les cuisines de campagne. Ils sont indispensables à l'homme. Ils furent des compagnons de guerre. Ces animaux, calmes et robustes, étaient très appréciés des soldats. Frères d'armes et alliés indispensables, ils ramènent les blessés et les aident à se réchauffer lors des nuits froides. Ils servent de nourriture également, après leur mort. Ce n'est que plusieurs années plus tard que des moyens mécaniques commencent à les remplacer. En 1914, lorsque la guerre débute, toutes les armées utilisent encore la traction animale. Des chiens sont également utilisés. Leur réquisition diffère selon les pays. Parfois, c'est sur volontariat, dès 1914 en France. Cela concerne des maîtres patriotes ou des gens pour qui nourrir son chien est devenu difficile. Parfois, c'est une réquisition forcée, notamment en Allemagne, en Autriche-Hongrie et en Italie, où des levées canines sont organisées. Cela est lié aux appréciations différentes de l'utilité des chiens qu'il peut exister. Ils sont choisis de manière à pouvoir être attelés et tracter des munitions, des vivres ou encore des blessés. Comme les chevaux, les chiens semblent vivre différemment leur recrutement selon leur situation initiale, qu'ils aient été chiens de particulier ou chiens de travail. Beaucoup ont eu du mal à s'adapter, en aboyant, détruisant tout autour d'eux, et avec également des désordres digestifs. Les chiens récalcitrants, souvent des chiens errants, se voient abattus. Les chiens semblent malgré tout s'adapter correctement aux demandes des hommes, malgré les différences d'éducation selon les pays. On apprend aux chiens à ne pas avoir peur des coups de feu et à aboyer lorsqu'ils trouvent un blessé. Les chiens deviennent aussi des animaux de trait. Des chariots sont construits pour qu'ils puissent être tirés par des chiens. Les chiens français portent obus et nourriture dans des sacoches, pouvant aller jusqu'à 30 kg. Une paire de chiens est censée pouvoir tirer jusqu'à 200 kg. Ils étaient également utilisés pour la recherche de soldats blessés, surtout dans les zones montagneuses où ils sont appréciés pour leur capacité en cas d'avalanche. En Allemagne, on a dressé et déployé plus de 30 000 chiens, en France, environ 20 000. La Première Guerre mondiale a d'abord été caractérisée par la mobilité des troupes qui se sont enlisées dès 1915, et cela durant 3 ans, dans une guerre de position et de tranchées. L'information et la désinformation sont alors devenues vitales et stratégiques. Même si les progrès technologiques révolutionnent les techniques de combat, notamment dans le domaine des communications, elles restent faciles à intercepter. Pour éviter cela, on utilise des méthodes anciennes, les pigeons voyageurs. Leur élevage a connu un essor après la guerre de 1970, la plupart des armées souhaitant disposer de moyens de communication variés afin de faire face à tout type de situation. Les pigeons ne subissent pas les mêmes inspections que les chevaux et les chiens. Ils sont également souvent laissés en couple, mais ils subissent le stress d'être enfermés dans de petites cages et celui d'être passés de main en main. Il était fréquent que des unités soient isolées ou que des messages devaient être envoyés rapidement sur de longues distances. Dans ces conditions, il n'était pas du tout rare que les combattants aient recours à ces pigeons voyageurs. À ces fins, ceux-ci étaient élevés et transportés vers des unités mobiles de campagne composées de camions spécialement développés et ayant pour mission de se déplacer au gré des besoins en différentes zones du front. Plus de 200 000 pigeons furent utilisés durant la guerre 14-18.
Le pigeon s'attache à son pigeonnier. Il le retrouve quasiment toujours. Il peut parcourir de grandes distances en peu de temps. Des pigeonniers avancés permettent la liaison entre le front et le commandement. Ces remorques peuvent accueillir jusqu'à 120 pigeons. Le message rédigé est inséré dans un cylindre de cuir attaché à la patte de l'oiseau. L'oiseau est entraîné à parcourir des distances de plus en plus grandes. Ils peuvent se faire abattre ou capturer. L'occupant allemand veille à interdire aux civils des zones occupées le lâcher de pigeons. Dès le mois de décembre 1915, dans le nord de la France, région à haute concentration de coulonneux, l'occupant, par voie de presse, rappelle qu'il est interdit, sous peine de mort, de lâcher des pigeons voyageurs. Il est précisé en outre que les personnes qui récupéreraient des pigeons voyageurs seraient tenues de les remettre à l'autorité militaire la plus proche, faute de quoi elles seraient suspectées d'espionnage et responsables des conséquences qui en découleraient. Les chiens et les pigeons préviennent également lors d'attaques chimiques, leur système sensoriel étant plus sensible que celui des humains. L'animal lance l'alerte et il y a alors peu de temps pour mettre le masque. Il existe peu de moyens de se protéger de ces attaques, même si de nouveaux types de masques à gaz sont établis pour les hommes et pour les animaux tout au long de cette guerre. Les souffrances vécues par ces animaux tout au long de cette guerre sont décrites de manière hétérogène selon les espèces. Les chevaux sont les plus souvent cités. La vie et le travail que partagent les animaux utilitaires et les soldats créent une communauté de la souffrance. Les chevaux de trait, tirant de charges lourdes, ne peuvent pas être soulagés. Lorsqu'ils tombent, ils sont laissés sur le bord de la route. Lors des grandes attaques à Verdun, dans la Somme, des chevaux se couchent et ne se relèvent plus. Tondus l'hiver pour prévenir la gale tout en étant mal logés et mal nourris, les chevaux s'épuisent pour résister au froid. Ils maigrissent alors énormément et prennent une attitude momifiée en laissant tomber leur tête. Évoluant dans un environnement humide et sale, le port du harnachement quasiment 24 heures sur 24 pour pouvoir réagir rapidement en cas d'attaque provoque des lésions au garrot, sur le dos, qui ne parviennent pas à guérir. Le cuirassier Céline a écrit, je cite, « Parce qu'il n'en avait plus de dos, ce grand malheureux, tellement qu'il avait mal, rien que 2 plaques de chair qui lui restaient à la place, sous la selle, larges comme mes 2 mains et suintantes, à vif, avec des grandes traînées de pus qui lui coulaient par les bords de la couverture jusqu'au jarret. Il fallait cependant trotter là-dessus. 1, 2, il s'entortillait de trotter. Mais les chevaux, c'est bien plus patient que les hommes. Il ondulait en trottant. On ne pouvait plus le laisser qu'au grand air. Dans les granges, à cause de l'odeur qui lui sortait des blessures, ça sentait si fort qu'on en restait suffoqué. En montant sur son dos, ça lui faisait si mal qu'il se courbait, comme gentiment, et le ventre lui arrivait alors jusqu'aux genoux. Les chiens à charrette sont eux aussi exténués, et leur résistance diffère selon les races. Les chiens sentinelles souffrent également nerveusement. El Tango, un berger belge considéré comme une excellente sentinelle, tellement efficace qu'il est laissé seul en faction la nuit et seul dans une guitoune sans lumière le jour, 1 mois et demi durant, il contracte une paralysie rythmique de la face à force de mobiliser les oreilles et le museau. Il doit passer 2 mois et demi en traitement pour retrouver une attitude normale. Dans toutes les armées confondues, les animaux ont joué un rôle important dans le déroulement des hostilités, tant comme acteurs de premier ordre que comme adjuvants au moral des hommes. Ainsi, tout au long de la guerre 14-18 et dès son commencement, les chevaux, les bœufs, les mules, les chiens, les pigeons n'ont cessé de contribuer à l'effort de guerre consenti bien malgré eux aux armées. La contribution des animaux à la guerre a longtemps été mise de côté, oubliée. Le remords se fait plus sentir à partir des années 70-80, lorsque certains vétérans décrivent unanimement, je cite, « ces bêtes comme malheureuses, aux tâches pénibles, trop pénibles, au sort misérable et poignant, des animaux sacrifiés par milliers, devenus les oubliés, les méconnus, alors qu'eux aussi, ils sont tombés au champ d'honneur. » À Coing, dans la Somme, en 2004, 2 associations d'anciens combattants, le Souvenir français et la Western Front Association, érigent un monument où il est inscrit, en français et en anglais,
Aux innombrables et humbles créatures de Dieu qui ont suivi les hommes, ont souffert et ont péri durant les dernières guerres. Avec fidélité et courage, elles ont enduré beaucoup et sont tombées pour nous. Sachons nous souvenir d'elles avec gratitude et affection, que leur souffrance et leur mort nous amènent à savoir apporter plus de gentillesse et de respect aux animaux vivants.